Salut, c'est Thomas Rozek. Dans le monde d'avant, je sais pas si vous vous en souvenez, on avait déjà des raisons de s'inquiéter pour notre santé collective. Pas uniquement à cause des virus qui débarquent sans prévenir, mais aussi à cause, au hasard, du climat, de la pollution, voire des accidents industriels épouvantablement flippants. Car oui, n'oublions pas qu'il y a quelques mois à peine, notre attention a brièvement été captée par la catastrophe de Lubrizol. C'était à Rouen, en Seine-Maritime, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un important incendie ravageant cette usine qui fabrique du lubrifiant pour véhicules. 5000 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée, des produits extrêmement toxiques. Bon, la mort de Jacques Chirac, qui est intervenu dans la foulée, a très largement occulté l'accident et surtout ses retombées sanitaires qui doivent encore être éclaircies. Comble de malchance, le premier rapport proposant une étude des conséquences de la catastrophe est tombé en plein pendant la pandémie et le confinement et donc n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. On a eu envie d'y revenir et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. S'il y a bien un endroit où le confinement est difficile à vivre, c'est ici, dans la commune de Petit-Quevilly, à quelques centaines de mètres du site Lubrizol. Pour de nombreuses familles, on peut parler d'enfermement total. Car en plus de ne pas pouvoir sortir de chez eux, beaucoup de riverains sont contraints de fermer leurs fenêtres en permanence à cause des odeurs d'hydrocarbures qui s'échappent encore du site, et ce, plus de 6 mois après l'incendie. Là, ça fait 3 semaines qu'on a les odeurs de Lubrizol ici. C'est vrai qu'on peut même pas manger dehors. Et on se demande si on se fout pas de nous quand même. Cette enquête, c'est l'association citoyenne Rouen Respire qui l'a conçue, menée et publiée via son groupe Santé. Il est constitué de 4 médecins, d'un biostatisticien, d'une enseignante et d'une biologiste médicale. C'est cette dernière, Nathalie Lemeur, qui a accepté de me raconter en détail comment ce projet avait débuté. Nous avons été beaucoup de citoyens à avoir été extrêmement impressionnés par ce qui s'est passé, par l'incendie lui-même, par le panache. Voilà, moi par exemple, j'habite à un endroit où j'ai la vue sur Rouen, j'ai été réveillée au milieu de la nuit. J'ai ouvert mes volets et j'ai vu une énorme boule de feu au milieu de la ville. Et puis ensuite, il y a eu ce feu qui a duré pendant 15 heures. Beaucoup de peur. C'est vrai que sur le moment, on a vraiment cru qu'il y aurait des morts et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et puis ensuite, les odeurs, le manque d'informations. Voilà, donc l'association, elle s'est créée à peu près une semaine après l'incendie. Il y a eu en fait une grande réunion publique avec beaucoup de monde. Et puis on a réussi à avoir assez rapidement beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, il y a 1600 adhérents dans l'association. Vous avez mentionné le manque d'informations. J'imagine que c'est un des moteurs effectivement de la création et de l'animation de Rouen Respire. On a un peu oublié peut-être, mais c'est vrai que ça a été un des facteurs clés de cette crise de l'incendie de Lubrizol, c'est que la communication, et notamment la communication des autorités, a été assez catastrophique. C'est vrai. Juste après l'incendie, alors il y avait beaucoup d'inconnus. C'est vrai que ça devait être assez difficile pour les autorités parce que personne ne savait précisément ce qui avait brûlé, ni les quantités, ni les produits eux-mêmes, ni ce que pouvait avoir donné cet effet cocktail avec tous ces produits chimiques qui avaient brûlé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une assez mauvaise préparation à ce type d'événement. Ça a été vraiment le choc pour beaucoup de Rouennais. Parce que on pensait avant que en cas d'accident industriel, tout était bien organisé, l'alarme se déclenchait tout de suite, les consignes étaient données aux habitants de se confiner ou d'évacuer, ou que les pompiers étaient prêts, que l'hôpital était prêt, que les médecins étaient prêts. Et finalement, là, on s'est rendu compte que c'était comme si... alors, on peut pas dire que rien n'était de fait, mais c'était comme si tout le monde tombait des nues. On s'est rendu compte que l'alarme n'avait pas été déclenchée tout de suite, que les gens étaient partis à leur travail, que les élèves sont partis à l'école, sont arrivés devant des lycées qui étaient fermés. Enfin, il y a eu cette impression de grande désorganisation y compris pour les pompiers, voilà. Et puis la communication, effectivement, dans les jours qui ont suivi, qui a été assez catastrophique, parce qu'on avait l'impression que toutes les autorités disaient que tout allait bien,
que la qualité de l'air était habituelle, etc. Alors que nous, on voyait et on sentait très bien qu'il y avait des odeurs d'hydrocarbures dans toute la ville, que c'était absolument irrespirable. Voilà. Alors, les objectifs de l'association, c'est effectivement d'informer sur l'incendie, les risques sanitaires et les risques environnementaux, de défendre les citoyens et de les aider à obtenir réparation et de lutter contre les pollutions. Et puis surtout d'exercer une pression citoyenne sur les autorités pour que les choses avancent. Cette pression citoyenne, justement, elle est passée par une étape très importante qui est la publication d'une étude qui a été menée par l'association sur les conséquences en termes de santé sur les habitants après l'accident de Lubrizol. Racontez-moi un peu comment elle a fonctionné, cette étude. Vous faites partie de celles et ceux qui l'ont menée. Comment elle a été construite et quels résultats vous avez trouvés ? Alors, au tout début, ça s'est passé au moment des réunions publiques où on s'est rendu compte assez rapidement que les citoyens avaient énormément de questions. Ils se posaient des questions sur leur état de santé. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient s'ils pouvaient faire des prélèvements biologiques pour faire des analyses. Et c'est vrai que personne ne savait trop répondre à cette question parce que comme on ne savait pas les produits qui avaient brûlé, on ne savait pas non plus ce qu'il fallait prélever et ce qu'il fallait analyser. Et donc l'idée, elle est née un petit peu comme ça. On s'est dit, si on veut pouvoir organiser des prélèvements biologiques, il faudrait qu'on puisse voir comment les personnes ont été exposées déjà et à quoi elles ont été exposées. Et donc on a imaginé un questionnaire qui recenserait en fait l'exposition des gens, leur demanderait s'ils ont senti des odeurs, s'ils ont été sous le panache, s'ils ont eu des suies, s'ils ont été malades, s'ils ont eu des symptômes, avec l'idée de pouvoir ensuite, pour les personnes particulièrement exposées, proposer des prélèvements biologiques et puis conserver ces prélèvements pour ensuite pouvoir faire des analyses pour voir en fait si effectivement ils avaient été exposés. Et puis malheureusement c'est vrai que c'était une association toute jeune avec pas encore suffisamment organisée pour faire ces prélèvements biologiques et puis pour agir suffisamment rapidement pour faire cette étude. Et donc on a en tout cas temporairement abandonné cette idée de prélèvement biologique, mais on a gardé l'idée du questionnaire parce que ça nous paraissait très très important de savoir, en fait, de faire une sorte d'état des lieux de santé de la population et d'exposition pour savoir précisément le plus précisément possible ce qui s'était passé. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Et puis parallèlement, nous avons rencontré des représentants, notamment de l'université, de l'ARS, du CHU, pour voir un petit peu ce qui était fait dans ces institutions-là. Et nous nous sommes rendus compte que les choses allaient être longues à être mises en place, parce qu'il faut des financements, parce il y a toute la lourdeur administrative française qui fait que on va rarement très très vite. Et nous, ça nous paraissait trop tard de faire cette étude 6 mois ou 1 an après l'incendie. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de la mettre en œuvre dès qu'on a pu. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette étude ? C'est quoi les résultats qu'elle a produits, cette étude, une fois qu'elle a été menée ? Nous avons eu 565 réponses au questionnaire qui avait été envoyé aux 1600 adhérents de l'association. Et le questionnaire comportait 60 questions qui portaient d'une part sur des données sociologiques et géographiques, sur l'impact environnemental, sur les pathologies préexistantes, la survenue de symptômes, les conséquences médicales. Nous avions également des questions sur la grossesse et l'allaitement, sur les changements de comportement et puis sur le sentiment de préparation et de protection par rapport aux risques industriels. Les principaux résultats, c'est que
On a constaté qu'il y avait vraiment un impact environnemental de l'incendie. On a posé des questions, donc effectivement, sur les odeurs, le panache, les retombées de suie, les retombées de fibrociment. Et la plupart des participants qui ont répondu au questionnaire ont ressenti des odeurs. En fait, on a 98% des participants qui ont ressenti des odeurs, avec en fait une zone géographique de perception des odeurs qui dépasse largement la zone située sous le panache. Voilà. On a également beaucoup de participants qui étaient sous le panache, qui ont vu des retombées de suie sur leur lieu de vie, et puis qui habitaient ou qui vivaient dans les zones de retombées de fibrociment. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est qu'il y a eu un réel impact sur la santé. La plupart des participants ont ressenti plusieurs symptômes. Et ces symptômes, souvent, ont persisté pendant plusieurs mois. Donc on a 88% des participants qui ont ressenti plusieurs symptômes. Et puis on a constaté également qu'il y avait une aggravation des pathologies respiratoires chroniques et d'autres pathologies chroniques. Donc ça, c'était vraiment un point important, parce que on se demandait vraiment si les personnes qui étaient déjà fragiles avant l'incendie avaient constaté une aggravation de leur pathologie chronique. Et puis on a constaté aussi un recours important aux soins, ce qui n'avait pas été observé, enfin en tout cas pas mis du tout en exergue par les autorités. Et probablement en fait parce que le recours aux soins s'est fait principalement via la médecine de ville, alors que les organismes qui ont regardé le recours aux soins se sont surtout basés sur les urgences, sur SOS médecins, et puis on fait des études globales de consommation de médicaments, mais qui probablement n'étaient pas suffisamment précises pour vraiment bien appréhender ce qui s'était passé. Quelque chose qui est très important également, c'est que nous avons constaté un impact sur le comportement des participants après l'incendie, c'est-à-dire que beaucoup ont modifié leur alimentation, l'utilisation de l'eau du robinet pour boire, et puis leurs pratiques sportives et leurs pratiques de jardinage. Ce qui est très intéressant également dans l'enquête, c'est qu'on a observé que 46% des participants avaient quitté leur domicile dans les jours qui ont suivi l'incendie. C'est vrai que l'air de la ville était assez irrespirable. Et il y a beaucoup de personnes, tous ceux qui avaient la possibilité de quitter la ville, ont quitté la ville pour aller parfois dans leur famille, s'éloigner de Rouen pour pouvoir mieux respirer. C'est quoi la prochaine étape une fois que cette étude a été publiée? Elle a été rendue publique il y a quelques semaines maintenant. Alors, notre étude est sortie dans la presse et sur le site de Rouen Respire. Alors nous espérons évidemment beaucoup des politiques, que soient mises en place des politiques de santé, des politiques épidémiologiques et puis des politiques de prévention des risques et de préparation aux risques industriels. Nous avons envoyé notre étude au Sénat. La commission d'enquête du Sénat chargée de pointer les défaillances liées à l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen dénonce un manque de prévention des risques industriels en France. Il est fondamental de créer une véritable culture du risque industriel, culture du risque qui n'existe pas dans notre pays. Elle dénonce des manquements de la part du gouvernement, à commencer par une communication hasardeuse. Je veux pointer une autre défaillance de la gestion de la crise, c'est la multiplication de la prise de parole des membres du gouvernement. À vouloir rassurer à tout prix plutôt que d'informer, les pouvoirs publics ont pris le risque d'entretenir l'anxiété de la population. Pour nous, c'était vraiment très très important que les sénateurs qui ont fait un travail absolument extraordinaire pour essayer de comprendre toutes les causes et les conséquences de cet incendie puissent avoir en fait cette étude entre les mains pour avoir déjà un petit peu de matière sur les conséquences en termes de santé pour la population. Et puis évidemment, on continue à travailler avec les autorités publiques, notamment avec Santé publique France, parce qu'ils vont également publier une étude qui sera mise en place à la fin de l'été ou à l'automne.
Donc voilà, pour essayer de mieux comprendre tout ça et puis d'avancer surtout pour éviter qu'une telle situation se reproduise. La difficulté supplémentaire que vous n'aviez, j'imagine, pas anticipée, vu que personne ne l'avait anticipée, c'est que la publication de cette étude, elle est tombée en plein pendant la pandémie de coronavirus. Pourtant, il y a des tonnes de points communs entre la crise du coronavirus et l'accident de Lubrizol. On parle beaucoup d'impréparation, de manque de données, de difficulté à obtenir des informations précises. Quelque part, on y pense énormément et en même temps, c'est difficile de mobiliser sur autre chose que le virus pendant cette période. En fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que il n'y a pas tellement de différence entre une crise et une autre. Et que si on est capable je pense qu'il faudrait une politique globale de préparation aux crises, que ce soit une crise, une épidémie ou un accident industriel. On peut très bien être victime aussi d'un accident nucléaire ou d'attentats, qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des populations. Et il me semble qu'il faut vraiment que les autorités développent des outils qui permettent d'évaluer les conséquences sanitaires et environnementales en cas de crise. C'est vrai qu'on a vu avec le coronavirus que, par exemple, la question des EHPAD avait été complètement oubliée au début de la crise. On ne comptabilisait même pas le nombre de morts dans les EHPAD. La médecine de ville aussi a été très désarçonnée en fait, au début de la crise. Et c'est vrai qu'on n'a pas non plus comptabilisé au départ le nombre de morts chez eux, à leur domicile. Donc il y a vraiment des points communs. Il faut qu'on soit capable de mieux connaître la santé de la population en ayant recours à la médecine de ville, en ayant recours à des outils qui permettent vraiment de bien évaluer les conséquences sanitaires lorsqu'il se produit quelque chose. Est-ce qu'un des enjeux, pour en revenir plus précisément au cas de Lubrizol, c'est aussi de réussir à faire en sorte que les citoyens qui sont les premiers concernés par ce type d'accident, vu qu'ils sont les premiers exposés, aient réellement une prise sur ce qui est en train de se passer, sur l'après, sur les conséquences, et surtout une voix face aux autorités ou à côté des autorités dans la suite des événements. Alors évidemment, c'est très bien de faire ça. Ça nous implique dans la vie citoyenne. En même temps, on aimerait bien que les autorités n'aient pas besoin de nous pour faire tout ça. C'est vrai que il y a plein de choses. Nous, dès le départ, on a pensé à plein de choses qui pourraient être faites. On a été très très étonnés de voir qu'en réalité, non, les choses n'étaient pas organisées comme ça. On a un peu l'impression que notre système est organisé pour un fonctionnement normal. Et que dès qu'il y a une crise, c'est comme si personne ne savait gérer. Donc effectivement, il faudrait certainement avoir des moyens de meilleure gestion de crise. Ça se met quand même en place. On a vu, par exemple, dans les hôpitaux pour la crise du coronavirus, que les choses se sont très très bien organisées, très rapidement. Ça s'est très très bien fait. Mais ça se fait dans les hôpitaux, mais pas forcément partout. Et effectivement, nous les citoyens, on est là aussi pour avoir cette vigilance et puis dire les choses, retransmettre aux autorités les attentes des citoyens. Et depuis l'étude de Rouen Respire, un autre pas important a été franchi avec la publication du rapport sénatorial début juin sur Lubrizol. Très critique, ce rapport sur la gestion de l'État et des autorités. On y parle, je cite, d'indulgence des pouvoirs publics vis-à-vis des industries, de manquement dans la gestion des conséquences sanitaires de l'accident et aussi de manque criant de culture du risque industriel. Prochaine étape, le démarrage de l'enquête de santé menée par Santé publique France, prévue elle pour cet été. Merci à Nathalie Lemeur pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas oublier les actus les unes après les autres. Et à demain pour un nouvel épisode.